Donc aujourd'hui, on va parler du déploiement d'un portail d'authentification web dans un cloud souverain et open source. Donc l'idée que ça va être un atelier en fait. Donc pour ceux qui peuvent, vous pouvez sortir votre ordinateur. Voilà, on donnera les différentes manipulations à faire pour que vous puissiez faire la même chose en fait en parallèle. Pour ceux qui peuvent et qui veulent bien sûr. Alors, en termes de planning, voilà ce qu'on a prévu. Donc, on va commencer par se présenter, Alexandre et moi, présenter notre société. Ensuite, on va rappeler quelques notions de gestion d'identité, donc notamment les notions de SSO, et on va présenter l'offre Fusion IAM. Il y aura ensuite quelques notions aussi d'infrastructure. Et puis après, c'est parti, c'est à vous. On fera en fait les manipulations en même temps. C'est ça, on va déployer la solution. Alors, donc je m'appelle David Coutader, je suis architecte en gestion d'identité depuis à peu près une dizaine d'années. Je suis passionné par l'open source, donc vous pouvez me contacter sur les réseaux que vous voyez à gauche. Alexandre, je vais peut-être le laisser aussi. Oui. Donc je m'appelle Alexandre Soupard, architecte logiciel chez Vortex. Pareil, si vous voulez, mon compte LinkedIn. Voilà. Bon, voilà. Alors ouais, concernant Vortex, donc c'est une société spécialisée dans l'open source. On fait principalement du service et de l'édition. Concernant le service, c'est des choses assez classiques, donc des études, de l'expertise, du support, de la formation, de la R&D. En termes d'édition, on a 3 offres principales. Donc vSuite, qui est un portail collaboratif d'applications, donc notamment de la messagerie, du chat, de la visio, etc. Woopla, qui est une offre de conteneurs pour aider au développement. Et WIDAS, qui est la fameuse offre de gestion d'identité, donc on va voir aujourd'hui. Et en termes de partenaires, on est partenaire Red Hat, Bluemind, OnlyOffice et Collabora Online. Voilà, un petit message aussi, donc Vortex recrute. Voilà, si vous avez des candidatures, n'hésitez pas. Alors, voilà, pendant le temps on va présenter les notions, vous pouvez en fait récupérer, utiliser ces commandes pour récupérer le dépôt, sur lequel vous allez trouver les commandes. Donc dans le fichier principal, vous allez avoir en fait les principales commandes. Et vous pouvez aussi installer sur votre distribution Linux le paquet K3S. Voilà, donc prenez bien ces commandes-là pour ceux qui veulent ou qui peuvent. Voilà, on reviendra ensuite bien sûr dessus s'il faut. Ensuite, en termes donc, de gestion d'identité, alors, pour dire quelques mots, donc la gestion d'identité, en fait, ça englobe déjà plusieurs notions qu'il faut comprendre avant de passer à la pratique. Donc, on va parler déjà de cycle de vie. Donc, le cycle de vie, c'est simplement quand une personne va rentrer en général dans une société, dans une organisation, elle va en fait, on va lui créer son identité. Ensuite, il va falloir propager cette identité aux différentes applications. Donc, quand je dis son identité, c'est donc son identifiant, mais potentiellement ses attributs, ses permissions, ses groupes, etc. Et donc ça, voilà, c'est la deuxième étape, la partie propagation de l'identité au sein du SI. Après, on a potentiellement une promotion. Donc là, il va falloir ajuster les droits, donc ajouter en général des groupes, ajouter des permissions. Et puis après, à la fin, l'employé va par exemple quitter la société, donc il va falloir supprimer l'identité au sein du SI. Donc cette étape, voilà, elle n'est pas toujours bien faite, mais elle est aussi importante. Hein. Il faut bien prendre en compte cette étape. Donc ça, c'est le cycle de vie de l'identité au sein du SI. Et après, on peut aller encore au-delà, puisque quand une personne va travailler dans un organisme, il va parfois être amené à utiliser d'autres applications qui sont à l'extérieur, ou travailler en collaboration, en partenariat avec d'autres sociétés. Donc l'identité peut être transmise. Donc voilà, quid de cette transmission, comment la sécuriser, comment faire en sorte qu'elle respecte aussi ce cycle de vie. Ensuite, il y a une notion importante qui est la notion d'authentification. Donc, les gens vont en général s'authentifier au sein des briques d'identité. S'authentifier, ça signifie en fait prouver qu'on est bien qui on prétend être. Donc, c'est important que le système vérifie ça, bien sûr, pour ne pas laisser rentrer tout le monde. Il y a la notion enfin d'autorisation. Donc, l'autorisation, c'est permettre en fait à une personne de faire une action sur une ressource donnée. Donc c'est le trio qui, que, quoi. Donc une personne va avoir une règle d'accès bien déterminée sur une ressource.
Voilà, le domaine de la gestion d'identité, du coup, il touche plusieurs domaines. En fait, il y a de l'infrastructure, de la sécurité, du web, puisqu'en fait, en termes d'infrastructure, l'identité va s'appuyer sur les briques existantes, que ce soit le DNS, des bases de données existantes. Elle va potentiellement en amener d'autres, notamment un annuaire. Et en termes de sécurité, il va évidemment falloir sécuriser l'identité de la personne, faire en sorte qu'elle soit bien détenue à un endroit qui n'est pas lisible par tous. Voilà. Et évidemment, s'assurer que la personne est bien qui elle prétend être avec la phase d'authentification, etc., etc. Et web, puisque les principales applications aujourd'hui sont web, donc ce sont celles-là en fait qu'on va essayer de protéger à travers notamment le SSO. Donc le SSO, c'est la dernière notion que je vais évoquer. Le SSO, c'est Single Sign-On. Ça signifie qu'en fait, une personne va s'authentifier une seule fois et ensuite accéder de manière transparente à ces applications. Donc c'est l'authentification unique. Donc comment ça marche ? L'utilisateur va par exemple se connecter à son application à droite. Il va être redirigé immédiatement sur le portail d'authentification ou le portail SSO. Puisque il n'est pas reconnu sur l'application. Là, donc sur le portail d'authentification, il va rentrer ses credentials, donc on peut imaginer un identifiant mot de passe, ça peut être autre chose. Une fois qu'il est authentifié, le portail d'authentification redirige l'utilisateur vers l'application d'origine avec un jeton. Donc évidemment ça dépend suivant le protocole qui a été choisi, le protocole d'interconnexion entre les deux. Mais en général, il va arriver avec un élément qui dit que il est bien telle personne, et ce jeton va être vérifié via le lien de confiance qu'il y a entre l'application à droite et le portail d'authentification à gauche. Et à ce niveau-là, la personne est reconnue sur l'application. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe la première fois. Après, c'est beaucoup plus rapide pour l'utilisateur, puisque là, l'étape 2, elle est en fait transparente, puisque l'utilisateur est déjà reconnu. Et donc, lorsqu'il va en fait arriver sur une autre application, il va être immédiatement, il va refaire cette cinématique, mais de manière transparente. Voilà. Ensuite, donc, on arrive justement à l'offre Fusion IAM. Donc, l'offre Fusion IAM, elle va proposer en fait différents conteneurs qui permettent justement d'assurer les principales fonctions de la gestion d'identité. Donc, on va retrouver en bas au milieu OpenLDAP, qui est la brique en fait d'annuaire qui va contenir les identités. Cette brique d'annuaire, on va la provisionner soit à la main via des interfaces que je vais présenter, soit via des connecteurs de synchronisation. Ensuite, on a plusieurs interfaces. On a le Service Desk, qui va être une interface graphique web, qui va permettre à des administrateurs de voir les comptes, de voir qui est verrouillé, qui est bloqué, de voir les gens qui ont des mots de passe qui sont expirés, de tester les mots de passe des gens, d'obliger les gens à changer de mot de passe. Voilà, des actions rapides. On va retrouver Whitepage, qui est une interface aussi en web, qui, elle, est à usage de tout le monde. Pour que les gens puissent voir les personnes avec qui elles travaillent, donc les quelques informations qu'on aura autorisé bien sûr à afficher. Donc c'est comme son nom l'indique, une interface page blanche. Ensuite, on a Fusion Directory en bas à droite, qui correspond à la brique de gestion des identités. Donc c'est l'interface principale de gestion des identités, qui permet de gérer le contenu des comptes, de paramétrer aussi certaines permissions. Et donc on verra plus en détail tout à l'heure. Voilà. Enfin, on a LemonLDAP tout en haut, LemonLDAP NG en haut et au milieu, qui est le fameux SSO. Donc c'est la brique de SSO qui va protéger, dans ce cas, les applications Whitepage, Service Desk, Fusion Directory, et potentiellement d'autres applications si vous en incorporez d'autres plus tard. Voilà. La dernière dont je n'ai pas encore parlé, c'est LSC, c'est le connecteur de synchronisation, qui permet en fait de maintenir synchronisé l'annuaire OpenLDAP avec vos référentiels, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, suivant les cas d'usage. Voilà pour le tour des briques. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc voilà, le projet, il est sous licence GPLv3. Il est disponible en fait sur ce lien GitLab. Donc vous allez retrouver les Dockerfiles. Donc ce sont des conteneurs Docker ou Podman. Et vous allez pouvoir les builder vous-même ou récupérer les images existantes et les lancer avec les commandes qui sont fournies dans le README principal. On va parler maintenant un petit peu d'infrastructure avant de passer à la pratique. Alors, niveau infra, de ce fait-là, ces images sont compatibles avec tout ce qui existe actuellement pour runner du conteneur. Donc, autant
Docker de base, Podman, OKD, la version OpenShift communautaire, Kubernetes et donc CRI-O qui est l'engine conteneur de Kubernetes, qui est un Dockerlite. Voilà. Pardon. Nous, on va tenter de le déployer sur un K3s. Donc K3s, c'est du Kubernetes, c'est fait par Rancher. Ça permet de déployer un cluster rapidement et potentiellement sur une seule machine et sur sa machine. Donc c'est extrêmement simple à déployer et à utiliser derrière comme un cluster complètement classique Kubernetes. Quelques fonctions qui manquent, mais globalement, on a à peu près tout. On va revenir sur 2-3 notions de conteneurs et plus généralement de Kubernetes. À quoi sert Kubernetes déjà? La première question, Kubernetes c'est ce qu'on appelle un orchestrateur. C'est-à-dire que Kubernetes, on va lui décrire l'état qu'on souhaite et il va se débrouiller pour qu'à la fin, on ait ce qu'on est demandé. Donc globalement, on lui dit je veux 3 pods qui démarrent du Nginx, j'en veux 4 qui fassent du Postgre, 5 qui fassent un serveur web HTTP basique pour servir des pages. Et lui, il va se débrouiller pour déployer tout ça et si un pod doit tomber, se débrouiller pour en remonter un nouveau, etc. Tout ça avec un peu plus de complexité parce que si on a plusieurs nœuds, on peut très bien dire qu'on veut que nos pods ne soient pas sur les mêmes nœuds pour éviter que si on perd un nœud, on perd la totalité, etc. etc. Donc tout ça, c'est décrit globalement souvent par des fichiers YAML. En règle générale, on passe beaucoup par les YAML sur Kubernetes. On peut utiliser l'API, donc la totalité en ligne de commande. L'exécutable classique, c'est kubectl, si vous faites du Kubernetes, si vous avez l'habitude. Sur OpenShift, on utilise un autre qui s'appelle OC, qui est exactement les mêmes commandes, mais le binaire est différent parce qu'il y a quelques fonctions en plus côté OpenShift. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déployer dans un... Désolé pour le... qu'est-ce qu'on peut déployer dans un cluster? Alors, on va déployer en premier ce qu'on appelle un pod. Donc, un pod, c'est un ensemble de conteneurs. Donc, je n'explique pas ce qu'est un conteneur, mais j'imagine qu'on a quand même la connaissance, la base. Hein. Donc, un pod, ça va être un ensemble de conteneurs qui vont partager la même IP, on va dire, et le même espace mémoire. Donc ils pourront interagir potentiellement entre eux au niveau des dossiers, etc. Alors, on précise que c'est jamais géré directement par... on déclare rarement des pods directement dans Kubernetes. En règle générale, c'est une autre source qui va déployer ces pods. Mais voilà, c'est l'unité de base, c'est le pod. Au-dessus de ça, on a ce qu'on appelle le deployment. Le deployment, ça va être la description de ce qu'on veut comme conteneur. Donc ça va donner un template d'un ensemble de pods, d'un ensemble de conteneurs plus exactement, qui vont donc démarrer un pod avec aussi un nombre de réplicas qu'on veut de ce pod, avec les volumes qu'on va vouloir monter sur ce pod, etc. À l'intérieur de ce déploiement, on va aussi utiliser une notion qui s'appelle les config maps. Donc sur Kubernetes, on peut avoir des fichiers ou des configurations qui s'appellent des config maps. C'est juste un ensemble de binaires, on va dire, qu'on peut utiliser comme on veut par la suite pour les monter sur un conteneur. Ça va gérer le montage des volumes aussi, et puis les droits que va avoir le droit de faire, qu'on va avoir le conteneur. On peut déclarer un utilisateur particulier qui va démarrer avec un ID particulier pour démarrer notre pod et nos conteneurs. On a bientôt fini avec la partie un peu ennuyeuse. Hein. Ensuite, on a les PVC, donc qui sont Physical Volume Claim. Donc c'est une entité qui va nous donner un espace de mémoire alloué à un pod ou à plusieurs pods si on veut monter plusieurs fois notre PVC. Mais donc ça va être un espace mémoire bien délimité qu'on va donner à un conteneur pour qu'il puisse écrire des données qu'il a besoin en persistance. On peut, alors, il y a beaucoup de façons différentes. On peut avoir différents types de PVC. Alors, suivant si on est en local, si on est sur un cluster OpenStack par exemple, on peut utiliser Cinder pour avoir nos PVC. Ça peut être Ceph. Enfin, il y a plein de façons différentes. Mais bon, là, nous, on va avoir tout en local, donc ça reste assez simple. Les deux dernières notions qui sont importantes à comprendre dans le monde de Kubernetes,
Ça va être le service et les ingresses. Alors les ingresses, on pourrait presque un peu corréler ça avec des services. Donc quand on a déployé un pod à l'intérieur de Kubernetes, il est là, mais il est tout seul et il a accès à personne. Et personne n'a accès à lui surtout. Enfin, il a accès à tout le monde, mais personne n'a accès à lui parce qu'il n'expose rien. Par défaut, tout est fermé. Et donc il va falloir manuellement lui préciser qu'on veut que tel conteneur fournisse un accès à son port 80 par exemple, ou son port 443, ou son port, peu importe, suivant le service qu'on a. Et donc, c'est ça, le concept de service, c'est ça. On va exposer un port de conteneur à l'ensemble de notre cluster. Mais on reste toujours en interne dans un cluster. Ce ne sera toujours pas accessible depuis l'extérieur du cluster Kubernetes. Ça va nous servir pour utiliser la gestion des DNS internes. Donc, il y a un DNS interne à Kubernetes qui permet de communiquer entre conteneurs en utilisant, donc c'est le namespace le nom du pod. Pour communiquer directement sans avoir besoin de sortir. Et donc la dernière ressource qu'on a, c'est l'ingress. L'ingress, c'est un service, mais à ce moment-là, on l'expose vraiment sur l'extérieur. Donc on va l'exposer potentiellement sur Internet. Ça va être notre point d'entrée de notre application au sens large, ou nos points d'entrée. On pourrait avoir une multitude d'ingress qui ensuite, eux, seront redirigés vers les services. Une subtilité que je n'ai pas précisée au niveau des services, un service, ça permet de faire du load balancing directement au sein de Kubernetes. Donc si on décide d'avoir un réplica 4 ou 5 d'un même pod, ce sera Kubernetes tout seul qui va se débrouiller pour distribuer les requêtes sur chacun des pods qui ont été démarrés. Donc on n'a pas besoin de gérer le load balancing en dehors, c'est complètement géré en interne par Kubernetes. Voilà. Donc là, on va tenter de mettre en pratique. Je vais peut-être pas dire merci tout de suite. Alors, bon, oui, au final, personne ne tente l'expérience en même temps. Si. Alors, donc vous avez descendu le dépôt que j'ai mis au début. Ah. Alors, je vais revenir sur la bonne slide. Je vous laisse le temps de faire un git clone à ceux qui veulent tenter. Est-ce que tout le monde a un accès Wi-Fi au moins pour accéder aux ressources? Donc voilà, le dépôt sera toujours là après la conférence aussi, enfin après le workshop. Donc si vous avez envie de tester chez vous plus tard, aucun souci. Je ne sais pas si les slides sont distribués, s'il y a une retransmission après, ou je ne sais pas. Oui, sur le site de Vortex, on mettra un lien, on vous fournira les slides et puis. Pour bien comprendre la problématique ici, ici vous allez installer un mini cluster Kubernetes. Oui. Et après vous allez faire quoi? On va déployer l'ensemble des applications qui ont été décrites juste avant par David, ce qu'il y a ici, donc WebPages, LNG, LSC, enfin pas LSC, mais Service Desk, OpenLDAP, Fusion Directory, et un Postgre pour que l'ensemble fonctionne parce qu'on a besoin d'une base Postgre. Sur le lien là, donc il y a juste le déploiement du Alors, cluster Kubernetes ou il y a aussi l'installation? il y a tout. En fait, il y aura les fichiers de déploiement, les YAML dont on a besoin pour faire le déploiement seront là aussi. Hop, si vous voulez, on peut l'ouvrir en fait tous ensemble, c'est vrai. Donc il y a les infos pour comment on peut installer un K3S assez simplement, mais ça après, je veux dire, chacun est libre de tenter sur un Minikube s'il préfère ou quoi que ce soit. Et ensuite, il y aura l'ensemble des YAML qui vont être les définitions des différentes choses qu'on aura besoin pour déployer notre applicatif dans l'ensemble. Et dans le README et Markdown, là ici, vous avez la procédure d'installation de tout? Voilà, il y a la procédure de chacun des... Oui, c'est pour ça, vous pouvez tout à fait retenter l'expérience plus tard s'il y a un besoin. Vous avez tous réussi à récupérer le dépôt, ceux qui voulaient? Alors, si on a le dépôt, il faut aller dans le répertoire qui s'appelle Install K3S. Choper le README avec les 2-3 commandes qui vont bien. Vous avez tous de la MD64, j'imagine. Si tu as un cluster Kubernetes, il n'y a pas de souci. Même un OpenShift, ça passera. Voilà. Oui, c'est... Bon, on va laisser Clément un peu galérer alors pendant ce temps-là. Alors, si tu veux installer, tu l'as déjà K3S?
Bah, c'est bon alors, tu as un cluster qui tourne. Pour savoir si tu as un cluster qui tourne, ça va être très simple. Tu fais 4OS kubectl, getPod, et tu fais un -a histoire de tout voir. Et si tu as ça, tu as gagné. Alors, est-ce que tu as gagné? Ah, magnifique. C'est ce que moi, c'est mieux. On voit assez grand la ligne de commande. Vous dites si c'est pas assez grand, je peux agrandir. Donc, une fois qu'on a ça, on va revenir dans le dossier de déploiement de base de Fusion IAM. On va vite fait regarder ce qu'on a là-dedans. Alors, on a un fichier qui s'appelle env.yaml qui va contenir l'ensemble des variables d'environnement qui vont être utilisées par la totalité de nos pods. Alors on pourrait se dire que c'est un peu sale parce qu'il y a des mots de passe qui vont être écrits en clair dans ce fichier-là. Alors en vrai, c'est juste pour la démo et pour que ce soit plus simple. Il y a dans Kubernetes un concept qui s'appelle les secrets. Et de la même façon, c'est juste qu'en fait, les secrets, ils ne sont pas disponibles par tout le monde. On évite de pousser des secrets sur un dépôt Git aussi parce que c'est juste du H64. Et donc, en réalité, c'est pas chiffré. Hein, les secrets, c'est juste que en interne dans Kubernetes, c'est limité à l'accès est limité à ceux qui ont accès au namespace qui contient le secret. Donc, on pourrait tout à fait se faire ça avec des secrets pour mettre tous les mots de passe. Il y a les infos qui sont sur le dépôt. Il y a aussi ce qu'il faut pour faire des secrets normalement. Donc voilà. Dans les variables qui sont assez intéressante et importante. Donc bon, bah, la première qui s'appelle Customer ID, c'est juste le nom de la société ou tout au moins de l'organisation qui va vouloir déployer sa solution d'identité de façon générale. Donc là, bon, bah, c'est Acme, mais c'est juste à titre indicatif. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, on va retrouver un ensemble de hosts. Voilà, Fusion Directory Host par exemple, donc c'est là où on va retrouver le système de DNS interne que j'expliquais juste avant. Donc Fusion Directory, c'est le nom du pod, .osxp, parce que moi je vais le déployer dans un namespace qui s'appellera osxp. Donc si vous voulez déployer dans un autre namespace, il faudra changer dans le fichier de env tous ces .osxp par ce que vous avez créé comme namespace. Bon, après on a des définitions de port et de nom de service. Pas très intéressant et a priori il n'y a pas besoin de les changer. Vous pouvez changer les mots de passe si vous voulez pour voir qu'en réalité on pourrait mettre d'autres mots de passe et que ça fonctionnera quand même. Ces ensembles de clés on va les générer juste après. Bon, après il y a quelques confs pour les mon. Et qu'est-ce qu'on a d'autre d'important? Je ne le trouve pas. Le domaine, c'est juste que je suis aveugle ou il n'est pas là le domaine? Ah, il est là, oui. Ouais, je suis désolé, j'ai un gros reflet en fait sur le... Je vais enlever ça, j'ai plus le reflet. Le domaine. Donc le domaine, c'est quoi? Ça va être tout simplement le FQDN, on va dire. Enfin, donc c'est votre domaine au sens domaine web, hein, votre entrée DNS de base. Donc derrière ce domaine, il va y avoir l'ensemble des applications vont être déployées avec la première, ça va être hot. Et donc osxp.demo.4os, dans mon cas, c'est ce que j'ai décidé. Et puis ensuite, il y aura le white pages, etc., qui vont avoir chacun leur propre entrée DNS. Voilà. Donc c'est le premier fichier env. Donc la première chose qu'on va faire, c'est juste qu'on va créer un namespace. Alors pour ceux qui utilisent 4OS, c'est 4OS kubectl create namespace. Pour les autres, c'est kubectl directement create namespace, et puis on met un nom. Moi je mets osxp, mais vous faites bien comme vous voulez. Donc un namespace Kubernetes, c'est un moyen pas de contenir, mais d'isoler, voilà, merci, d'isoler l'ensemble de nos pods et de donner ensuite, parce qu'on peut donner des droits à un namespace particulier à une personne, on peut gérer le airbag permet de donner des droits, de gérer un seul namespace à une personne, etc. Bon, là, en l'occurrence, on est admin sur notre cluster, donc on fait ce qu'on veut, mais c'est toujours bien quand même de ne pas déployer dans le namespace default, ça fait toujours plus propre. Donc la première chose qu'on va déployer, c'est le env, parce qu'il va être utilisé par tous les autres, tout simplement. Tous les autres pods vont utiliser ce config map qui est le env. Donc oui, on va quand même juste revenir vite fait, parce qu'il y en a qui ne sont peut-être pas très habitués au YAML de Kubernetes. Donc c'est un config map
Donc tous les YAML se ressemblent à peu près. On a l'API version, ensuite on a le nom du type de ressource qu'on va avoir, donc là en l'occurrence un config map. Son petit nom, donc là il s'appellera env le config map. Je ne suis pas très bon en nom de variables. C'est dommage pour un développeur. Et ensuite on a l'ensemble des données qui sont à l'intérieur. Donc pour déployer ça, c'est K3s kubectl. On peut faire un apply -f et le nom de notre YAML, donc là en l'occurrence env.yaml, et on va mettre -n osxp pour lui dire que c'est à mettre dans le namespace osxp. Ce qui nous permet de regarder qu'on a maintenant un config map. Alors soit on utilise le mot complet config map, soit on utilise les raccourcis dans Kubernetes cm, et on précise toujours dans quel namespace on est pour le retrouver. Donc là, on peut voir deux choses. Le kubroot CA, c'est Kubernetes, hein, c'est la clé, enfin c'est tout simplement le certificat, voilà, d'autorité de Kube. Là, elle était autogénérée si on fait un 4S, mais voilà. Donc là, on l'a là, il n'y a pas de souci, ça c'est très bien. On va pouvoir commencer à déployer des choses. La première chose qu'on va déployer, c'est la base de données, ça va être pratique, comme ça on pourra écrire dedans. L'exemple qui est là de PostgreYAML à ne pas utiliser en réalité, c'est très bien là pour faire une démo, mais il est absolument pas, il est pas utilisable prod ready, on va dire, parce que de 1, c'est un déploiement de pas un stateful set, ce qui n'est pas très logique pour une base de données. Il n'est pas répliqué, enfin c'est bien pour faire une démo en n'utilisant pas trop d'espace. C'est juste pour revenir dessus, il faut utiliser d'autres moyens. Il y a un Helm très bien pour déployer du Postgre, il y a plein d'autres moyens, mais on n'est pas là pour débattre de ça. Donc on peut déployer ça, 4s kubectl apply -f, et à ce moment-là postgre.yaml, et -n osxp. Je vais certainement en oublier des -n, parce que j'ai pas l'habitude. Je fais souvent de l'OpenShift, et en OpenShift, on a l'avantage de pouvoir se mettre dans un namespace, et ensuite automatiquement toutes les commandes qu'on tape sont dans le namespace Kubernetes. Alors, je crois que c'est possible dans kubectl, mais la commande est un peu moins pratique et je ne la connais pas par cœur. Mais voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire qu'on a créé ? On a créé un persistent volume claim. Je peux ouvrir d'ailleurs pour qu'on regarde ce que ça a fait. On a un PVC qui doit être tout au début, qui va nous permettre d'écrire notre base de données quelque part. Il nous faut bien un endroit dans lequel on va l'écrire pour qu'elle soit persistante. Un deployment qui va donc être un template d'un pod, donc avec à l'intérieur un seul conteneur qui va tirer une image de Postgre et qui va ensuite la configurer. Donc on fait un env-from, ce qui nous permet de filer un config map, et automatiquement tout ce qu'il y a dans notre config map seront des variables d'environnement de notre conteneur. On déclare le port qui va devoir être exposé 5432, et donc c'est bien un service qui va être en bas pour qu'on puisse le réutiliser pour les autres pods. Donc ces trois ressources ont été créées. Si on remonte juste un tout petit peu, qu'on revoit ce qu'il nous a dit, il nous a dit qu'il a bien créé le persistent volume claim, le deployment et le service. On peut vérifier qu'on a tout ça, 4OS ou toujours juste kubectl, getpods -n osxp. Normalement on est censé voir ça. Petite commande sympa aussi, pratique, c'est logs. Après, j'imagine que... vous connaissez peut-être, hein, ça semble peut-être être un peu ennuyeux que je redise des commandes, mais je le fais pour la totalité, donc s'il y en a qui n'ont pas l'habitude de travailler avec kubectl. Donc on peut avoir les logs directement d'un conteneur. Donc c'est 4OS, c'est kubectl logs, le nom du conteneur, si j'arrive à double-cliquer, voilà, c'est le talent, -n osxp. Et donc là, on peut voir ce qu'il est en train de se passer. Pourquoi je n'ai pas ma dernière ligne ? C'est parce que c'est mieux sans la dernière ligne. Et un petit -f pour suivre, mais bon, là on voit que la base est déployée, donc on va pouvoir faire la suite. Sachant qu'en réalité, on pourrait tout déployer en une seule fois et laisser Kubernetes se débrouiller. Il va recommencer. Si un pod n'arrive pas à accéder à un autre pod, il réessayera de le redémarrer indéfiniment, parce que c'est la vie de Kubernetes, de redémarrer des pods. C'est comme ça que c'est résilient en fait. La résilience de Kubernetes, c'est d'y aller au forcing. Tant que ça ne marche pas, on réessaye et ça va bien finir par marcher. Mais la magie fait que ça marche, donc attention. Une fois qu'on a déployé tout ça, on est content. On va peut-être pouvoir déployer un OpenLDAP. On utilise là, on va utiliser OpenLDAP LTB, qui est
distribution d'OpenLDAP, ça peut peut-être être un peu grand comme mot, je ne sais pas. Un packaging d'OpenLDAP, voilà. Qui est fourni donc par OpenLDAP LTB pour simplifier beaucoup de choses et puis surtout avoir des jolis RPM, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est un conteneur, mais voilà. Donc de la même façon, hein, c'est 4OS, kubectl, apply, -f et OpenLDAP LTB. -n OSXP. Merci de suivre. Sachant que là, j'ai fait une feinte, ça va pas réussir à se déployer. Enfin, donc j'ai fait une feinte, mais volontaire. Hein. Je suis pas que bête. On peut voir que le pod est en pending, il attend quelque chose. Alors, on peut se demander ce qu'il attend. Alors, il y a un truc sympa, ça s'appelle describe pod, et on va lui dire quel pod. Et il va nous dire ce qu'il attend. Comme ça, on va savoir ce qui lui a manqué. Et voilà, tout en bas, il y a un warning. Il dit qu'il veut un persistant volume claim pour démarrer, parce qu'il a besoin d'écrire aussi des choses. Hein. C'est un OpenLDAP, donc c'est une base de données quand même derrière. Et il n'en trouve pas. Et effectivement, j'ai pas créé de PVC pour lui. Et donc, si on regarde bien, il y a un fichier qui doit s'appeler volume.yaml qui déclare 2 PVC qui sont utilisés par OpenLDAP. Et donc, on peut les déployer. kubectl, apply, -f, vous connaissez maintenant. Vous êtes expert de toute façon grâce à cette commande. Donc là, maintenant, ça va se déployer. Et donc, si on regarde, il va être content. Si on refait un getPod, il va être en train de dire, maintenant, ça y est, il a vu que c'était là, il va commencer à runner. Donc, on a maintenant, en plus, un OpenLDAP. Alors, ça commence à être plutôt pas mal. On ne va pas encore pouvoir faire grand-chose, mais c'est pas mal. On va déployer, dans la foulée, on peut déployer facilement. Alors, le WP, c'est pour White Pages. Donc, c'est tout à l'heure la description que vous a fait David. Hein. SD, c'est pour Service Desk. FD, c'est pour Fusion Directory. Et LLNG pour Lemon LDAP NG. Voilà pour les raccourcis de noms que j'ai pu faire. Donc on peut déployer on peut déployer tout ça. Donc on peut faire White Pages, on peut faire SD, on peut faire Fusion Directory sans trop de problèmes. Ah, on n'a pas le droit de tous mettre sur la même ligne, super. Ah bah oui, bah merci, voilà. -OSXP. Je vous ai dit que j'allais en oublier. Hein. Hop, donc je vais les lancer, ça va se démarrer en tâche de fond, on va le laisser jouer. Service Desk. Donc tout ça, c'est les applicatifs qui vont être ensuite protégés par LLNG. Donc on les démarre avant LLNG parce que LLNG va avoir besoin de les contacter pour pouvoir vérifier que tout se passe bien. Sinon, il va se demander pourquoi il manque des choses et il va nous crier un peu dessus. Donc tant qu'à faire, autant déployer tout ça avant. Et donc, si on regarde ce qu'on a, getPod, et on fait un -NOSXP, on peut se rendre compte que ça y est, on a un Postgre, un OpenLDAP, un White Pages, un Service Desk et un Fusion Directory. Alors, pourquoi est-ce que certains envoient 1 et d'autres 2. Ça, c'est le nombre de conteneurs qu'il y a sur chacun des pods. Non, conteneurs. Un réplica, c'est un nombre de fois où on a un pod. Et un pod contient plusieurs conteneurs. Pourquoi on a 2 conteneurs pour White Pages, Service et Fusion Directory? Parce que le déploiement qui est prévu par Fusion IAM, c'est d'avoir un Nginx pour fournir le service. Et tout ça, c'est du PHP. Et donc le PHP, lui, est runné dans un deuxième conteneur. Et les deux communiquent entre eux par une socket Unix. Solution choisie par Fusion IAM. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et ça marche, alors on ne va pas trop s'en plaindre. Il nous reste à tenter de déployer un Lemon LDAP. Pour déployer un Lemon LDAP, on va avoir une petite subtilité, c'est qu'il va falloir qu'on génère des petites clés. Parce que, comme a dit tout à l'heure Clément, Lemon LDAP fait du SSO, donc entre autres de l'OpenID Connect et du SAML. Pour faire du SAML, on a besoin d'avoir un certificat. Pour faire de l'OpenID Connect, je ne sais pas, j'imagine, mais non, on n'a pas besoin. Bon. Elles sont... Bon, voilà. Donc pour ça, vous pourrez voir qu'il y a un petit script qui s'appelle kiss.sh qui va donc générer cet ensemble de clés et de certificats dont Lemon LDAP va avoir besoin.
Donc vous pouvez exécuter tout ça jusqu'au moment où vous allez faire un 4OS kubectl. Faut vérifier que vous allez bien les ajouter dans le bon namespace. Là, il y a -NOSXP, mais si vous avez décidé de mettre un autre namespace, il faudra penser à mettre un autre namespace à cet endroit-là. Donc là, qu'est-ce que ça fait cette commande, hein? Donc 4OS, le kubectl -NOSXP create config map llngkeys. Donc ça va créer un config map qui va s'appeler llngkeys, et dedans on va mettre l'ensemble des fichiers qu'on va trouver, enfin qui va contenir comme data l'ensemble des fichiers qu'on va trouver dans le dossier llngkeys qui vient d'être créé juste au-dessus. La suppression à la fin n'est pas obligatoire, c'est juste pour avoir un répertoire clean à la fin. Une fois que c'est fait, normalement... Ouais, oh là je vais le laisser faire. Hop. Ouais, là les commandes sont toutes les unes après les autres. Après, on a le droit de. Ah, désolé, vieux réflexe. Oui, je suis d'Arras, désolé. On a tous des défauts. Certains plus que d'autres. Mais... c'est des clés de signature. Oui. Pas besoin forcément de remplir. Là, vous pouvez mettre n'importe quoi. De toute façon, elles ne seront pas valides. Alors, enfin, elles seront valides pour vous, mais. Vous pouvez les truster si vous voulez, mais elles seront valides pour personne d'autre. Si vous avez été sur une vraie utilisation, vous demandez bien sûr des clés de votre domaine par votre autorité de certification. Alors là, l'ensemble des clés de... Hop. Ah, là, moi, oui, j'ai juste exécuté le script, mais on peut les faire les unes à la main. C'est d'ailleurs recommandé, comme ça on sait ce qu'on fait. Je me suis fait confiance, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, si vous faites maintenant un kubectl.get config map -nosxp, vous allez retrouver normalement un petit config map qui va s'appeler llngkeys avec 4 datas dedans. Bah oui, parce qu'il y avait 4 fichiers, donc on va retrouver les 4 fichiers. Alors, petit tips, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez mettre -o YAML à la fin. Et ça va vous récupérer le YAML qui est là-bas. Et donc, on peut voir qu'on a les clés. Et donc, on voit clé valeur, hein, OIDC pub key. C'est une clé dans le config map et avec un contenu. Et donc, ça, quand on va le monter, ce sera un fichier qui va s'appeler OIDC pub.key sur notre conteneur, avec le contenu de ce qu'il y a juste à côté. Faut pas hésiter à arrêter s'il y a un truc qui n'est pas clair pour qu'on soit tous d'accord. Hein. Vous me dites quand vous avez le config map, ceux qui sont en train de le faire en même temps. Comme ça, on va essayer de tous s'étendre ensemble. Bon, alors on va continuer alors. Donc, il ne nous reste plus qu'à déployer llng. Alors, on peut rouvrir vite fait, par exemple, le YAML, mais alors très très vite, parce que je pense qu'après, on va être short en temps. Ah oui, donc on va être plus que short en temps. Juste pour voir que lui, il va monter le config map. Alors, quelque part là-dedans. Ne me demandez pas où, parce que là, je suis trop près en fait pour voir qu'il est là. Donc ce config map qui va être déclaré un peu plus haut, mais peu importe, la config map et llngkeys, il va être monté en fait pour que Lemon puisse y avoir accès. Donc on déploie Lemon, kubectl, apply-f, llng, -n, osxp. On vient de créer un service, on vient de le déployer. Lemon est un peu long à démarrer parce qu'il va faire énormément de choses, il va vous configurer plein de choses. Là, en ce moment, il est en train de créer la totalité de sa config. Donc, il faut attendre 2 minutes à peu près pour qu'il se démarre. Entre-temps, une dernière chose, les ingress dont on a parlé juste avant. On va créer des ingress pour accéder à nos applicatifs. Soit vous avez utilisé OSXP demo.4OS, enfin vous voulez utiliser ça, vous laissez tout tel quel, sinon il faudra changer les noms pour que les hosts correspondent à ce que vous avez. Et alors c'est là où ça va changer pour ceux qui n'utilisent pas du 4OS, non ça va marcher. Si votre cluster est bien configuré, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc on peut les pousser, 4OS kubectl apply, -f ingress, -n osxp. Sachant que là, les ingress, donc sur 4OS, derrière, c'est un trafic qui va gérer la totalité des ingress. Il y a 2 pods trafic qui sont démarrés dans le cluster et qui vont se débrouiller pour faire l'interface avec l'extérieur. Pour regarder ce qu'est en train de faire notre ami llng, on va regarder les logs, -pod. D'abord, il va me falloir les pods en fait. Donc, pod -n osxp.
Choup, logs de notre petit LLNG. Et alors, petite subtilité, il faut qu'on spécifie le nom du conteneur qu'on va vouloir regarder, parce qu'il y a 3 conteneurs dans LLNG, hein, c'est écrit juste à côté. Et donc les logs, c'est par conteneur. Donc là, nous, on voudrait ceux d'un qui s'appelle fastCGI, qui est le plus long à démarrer. Et un petit -f à la fin pour qu'il suive la totalité de ce qui est en train d'être fait. Donc là, ça va pas trop mal avancer. Il est en train de déclarer les applications. Donc je crois qu'il a déjà créé la base, il a déjà dû s'occuper de tout ça. Donc on attend quelques secondes que ça arrive. En parallèle, il y a une dernière chose qu'il faut faire, c'est vu qu'on n'a pas de vrai Internet, là on n'a pas de DNS, mettre dans votre ETC host l'ensemble des hosts qu'on va utiliser. Donc là, c'est cette ligne-là. Vous avez toute l'info dans le README qui est là, normalement, sauf si je me suis trompé. Ouais, elle est là. Vous pouvez récupérer cette ligne-là, normalement, et ça devrait être suffisant à ce que votre conteneur utilise votre adresse locale pour ça. Alors, regardons si... non, il n'est pas encore... Ça arrive. Je vous ai dit, ça c'est la partie la plus longue, hein, c'est que la configuration du Lemon LDAP, parce que là, il y a énormément de confs qui sont en train d'être faites derrière hein, pour pouvoir faire les connexions avec l'ensemble des LDAP, la redirection vers les différents services applicatifs. Préparer, il va réinsérer les clés justement pour pouvoir avoir du SAML, si vous avez d'autres applications à connecter, etc. Non, parce qu'il n'est pas déployé le portail. Ah, oui, je peux faire ça. Donc, on va aller sur hot.osxp.demo.4os. Donc ça, c'est le portail de Lemon LDAP. Donc là, on voit, il est encore en train de se déployer. Si je tente l'expérience, je ne sais pas ce qu'il va me dire, mais voilà. Ouais, bad gateway, parce qu'il n'y a rien au bout. C'est la partie où, si vous avez des questions, n'hésitez pas, pendant qu'on attend de toute façon la fin du déploiement. Bon, désolé, oui, ça arrive, c'est un peu long en plus. Si, il a l'air d'être au max, le PC. Bon. Oui, ça nous permet de voir ça. Les images Fusion IAM se déploient avec des scripts Ansible. C'est-à-dire que ce qu'on appelle dans un conteneur, il y a un fichier qui va s'exécuter par défaut. Et en l'occurrence, nous, on démarre un Ansible en local pour pouvoir faire la totalité des commandes et de préparation des conteneurs et configuration. Vas-y. Non, là par défaut, il va y avoir juste un seul utilisateur admin qui va s'appeler Fusion IAM-admin. Il est dans l'environnement conv.env.yaml. Tout en haut, il y a un admin LDAP password qui s'appelle, bon là ça va être secret, et le user en l'occurrence s'appelle Fusion IAM-admin. Alors c'est une variable d'environnement, on peut la surcharger si on veut, mais là en l'occurrence elle n'est pas surchargée. Voilà, là on est presque au bout, il est en train de pousser les clés. Ça va, il reste 2 minutes, on est large. Pour montrer ensuite ce que ça va pouvoir faire. Non, mais ça va aller. Cette conf, elle est déployée avec le CLI de Lemon, c'est ça ? Alors là, pour le coup, voilà. Oui, a priori. Ouais. Ça y est, c'est démarré. Victory. On peut voir ici on a différents fastCGI qui tournent. Lemon, c'est du Perl, et donc il faut un fastCGI pour l'exécuter côté web, on va dire. Et nous voici avec un Lemon Fusion IAM, sur lequel on va tenter l'expérience de se connecter pour vérifier que tout a marché. Et miracle, nous avons donc maintenant accès à l'ensemble de nos applications, Fusion Directory, Service Desk, White Page. Alors en bas, WebSSO Manager, c'est le manager de Lemon LDAP, c'est pour faire de la configuration dans Lemon LDAP. C'est le compte admin, hein, donc il a forcément tous les droits.
On va venir ici, on peut voir qu'on a maintenant notre domaine Acme qui a été créé. On va créer un utilisateur qu'on va appeler comme vous voulez. Toto, ce sera très bien, avec un identifiant qui va Toto aussi. On va lui donner un petit mot de passe. Voilà, on va le créer. Donc maintenant, on a un nouvel utilisateur dans notre domaine. On va pouvoir ouvrir de ce fait-là White Pages, qui est notre annuaire, ou alors pas, si ça arrive. Bon, bien sûr, hein, j'ai pas trusté mon certificat, donc voilà. Donc White Pages, en fait, c'est juste, ça nous permet de voir l'annuaire. Donc là, on a créé un utilisateur Toto, donc maintenant on a Toto dans notre annuaire. On pourrait tenter une autre expérience pour montrer ce qui se passe, c'est que si je me déconnecte de mon super utilisateur et que je me connecte donc avec mon nouvel utilisateur, hein, bien sûr, donc forcément, vu que je viens de le créer, il a des droits, mais il a des droits par défaut et assez simples, et donc il peut voir qu'une seule application, White Pages en l'occurrence. Si on voulait donner plus de droits à notre utilisateur, hop, on va se reconnecter en tant qu'admin pour pouvoir essayer de modifier des droits. Ah oui, pas bête, on peut montrer le manager. Manager Lemon LDAP, s'il veut bien, ça arrive. C'est ce qu'on a mis admin dans le variable d'environnement, donc si vous ne changez rien, c'est secret. Donc là, c'est l'ensemble de toutes les confs que vous pouvez mettre au niveau du Lemon. Donc si vous voulez, vous pouvez retrouver vos applications dans... Voilà, hot virtuel. Il y a des experts dans la salle Lemon Lab, je ne suis pas, donc désolé, hein, je galère un peu. Si on prend par exemple Service Desk, pas Service Directory, on peut avoir les règles d'accès pour voir pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le voir. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il faut qu'il soit dans un groupe tout en haut. Ah, là-haut, oui. Oh, désolé, hein, je vous ai dit que j'étais pas expert dans ce truc. Et donc, il faudrait qu'il soit dans le groupe Access Service Desk. Ce qui veut dire que si on reprend notre utilisateur Toto, s'il veut bien, qu'on le reprenne, on va dans la gestion des groupes. On lui file le groupe Access Service Desk. On applique parce que sinon, ce ne sera pas enregistré. Et là, effet démo, il n'y a rien qui va marcher. Mais normalement, si on revient là, on se déconnecte. Voilà, c'est super. La déconnexion qui marche super bien. Bon, on va ouvrir une navigation privée, effectivement. Faudrait regarder les logs, mais là, on est un peu short. Si on se reconnecte avec notre utilisateur, pourtant, tout à l'heure, ça a bien marché, la déconnexion. On a bien maintenant notre service desk parce qu'il appartient bien à un bon groupe. Ce fut une présentation très rapide, mais bon, le but du jeu, c'était pas de présenter les outils, enfin, même si le but, c'est de voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. Derrière, on peut vraiment gérer notre identité de A à Z, créer nos utilisateurs, leur donner des droits d'application web spécifiques. Et on n'a pas montré le service desk, qui est comme disait David tout à l'heure, un portail de mini-admin, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ouais, premier échelon. Donc on peut trouver nos utilisateurs. Si on cherche Toto, on va trouver notre utilisateur Toto. On peut très bien, si on veut, révoquer son mot de passe, par exemple, pour le forcer à retaper un nouveau mot de passe. On peut bloquer son compte. On a un tableau de bord qui nous donne tous les comptes bloqués. Bon, là, il n'y a pas de compte, mais voilà. Donc ça permet d'avoir de l'administration d'utilisateurs assez simplifiée et utilisable par tout le monde sans avoir un gros niveau de connaissance d'OpenLDAP ou d'autres particularités. Oui, bah forcément, là, Voilà. On arrive au moment où je redis des questions. Oui, merci beaucoup. Du coup, on peut poser 2-3 questions. Si vous avez 2-3 questions, allez-y. C'est le bon moment. Après, on pourra regarder, si tu veux, pourquoi ça ne marche pas, enfin, ton Y1. Ouais, merci pour la présentation. Est-ce que tu peux nous dire un peu si vous avez déjà des déploiements sur Kubernetes de cette stack en prod? Oui, cette stack est en prod un peu chez un dans client, les grandes lignes, le delta entre ce workshop, dans les grandes lignes, sans entrer dans le détail, si tu as un delta entre la façon de le gérer. Il n'y a pas de delta. Alors si, parce qu'on le déploie sur un OpenShift, mais il y a un micro-delta, mais
On n'est pas sur la même version de Fusion IAM. Enfin, Clément me fait grimace parce que c'est lui qui gère le projet là. On n'est pas tout à fait sur la même version de Fusion IAM, mais globalement, là, on est quasi on est ISO-fonctionnel et on est quasiment au même niveau de déploiement entre les deux. Donc oui, ça marche en prod sur d'OpenShift. Ça marcherait tout aussi bien sur du Kubernetes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça marche très bien aussi sur du conteneur. On a pas mal de clients chez qui on a déployé ça en conteneur, je crois, ou tout au moins à qui on a fait pas mal de démos conteneurs, donc avec du Docker Compose souvent. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, messieurs, parce que il y a même du déploiement Podman. Après, le problème de déploiement Podman, c'est que si un pod tombe, il se redémarrera pas tout seul. Il va falloir quelqu'un pour y aller manuellement. L'avantage de Kube, c'est que c'est la magie de Kubernetes. Quand ça marche pas, on réessaye. Et si ça marche toujours pas, on réessaye. Voilà. Merci pour la réponse. De rien. Alors oui, alors dans le texte, on avait précisé à la base qu'on le ferait dans un cloud souverain. Pourquoi on l'a pas fait pour pour des raisons de réseau. La problématique, initialement, on pensait le déployer sur l'infra chez nous, chez Vortex. On a des clusters OpenShift. Sauf qu'on n'était pas bien sûr de la stabilité du réseau ici, et donc le problème c'est que si on perd le réseau, on perd tout, on ne peut plus rien faire, donc voilà. C'est pour ça qu'on a décidé de le faire sur du K3S en local, parce qu'on s'est dit au moins on est local, et si ça tombe, ça fonctionnera toujours. Et là, effectivement, c'est un cluster, ça prouve aussi qu'on est capable de déployer un cluster facilement, n'importe qui peut déployer un cluster chez lui s'il veut, hein, parce que... Voilà, mais initialement, on pensait déployer ça sur un cluster à nous. Alors, quand j'ai dit OpenShift, c'est fou en plus, parce qu'on utilise de l'OKD. Mais voilà, donc la version communautaire totalement, et qui est totalement souveraine parce que hébergée totalement en France et avec le respect de toutes les réglementations en vigueur. Et aucun chat n'a été torturé pendant le déploiement, promis. Voilà. Ok, merci beaucoup.